Une mère dévouée tuée dans un tragique accident de la route. Je ne pouvais pas y croire. C'était tellement irréel. Une famille brisée. J'ai perdu la tête. J'avais l'impression d'avoir été percuté par un train. Mais s'agit-il d'un accident ou de quelque chose de bien plus sombre? Était-ce un cas de violence routière inédit? On n'avait plus affaire à un accident de la route. Seules ces caméras de surveillance La voilà. peuvent révéler la vérité. Qui a fait ça? Est-ce qu'il y a un genre de sniper, quelqu'un qui prend des cibles au hasard en liberté? Quelques jours avant que son divorce ne soit officiellement prononcé, Michelle Davis, mère de 41 ans, prend un nouveau départ. J'aime bien celle-là. Elle emménage enfin dans son propre appartement et a hâte de démarrer sa nouvelle vie avec l'aide de sa famille. Je ne sais pas s'il est possible que des frères et sœurs soient aussi proches sans être des jumeaux. Elle était incroyablement ouverte. Il était impossible de ne pas l'aimer. Le fils de Michelle, William, est lui aussi venu l'aider à s'installer. Elle était d'une nature très joyeuse. Et elle voulait que tout le monde soit aussi heureux qu'elle. Elle illuminait toujours la pièce où elle se trouvait, par son sourire, son rire. Michelle a toujours été un esprit libre. Elle aimait beaucoup les motos. C'était une aventurière. Elle faisait partie d'un groupe de passionnés de motos. Ils l'aimaient beaucoup. Je crois que ça lui permettait de s'évader de tout ce qu'elle avait à assumer à la maison. Quand Michelle n'est pas sur la route, elle est gérante d'une compagnie de transport routier. Salut. Sa collègue, Jean Willard, est aussi sa meilleure amie depuis 20 ans. Ouais. On était voisines, on habitait dans la même rue. Nos enfants jouaient beaucoup ensemble. J'y vais. Ok, super. À demain. À demain. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Quand on s'est dit au revoir ce soir-là, c'est la dernière fois que je l'ai vu. « 911 ? Bonjour, je voudrais signaler un accident de voiture. Où ça ? Sur l'autoroute 235, en dessous du 7e pont. D'accord, la voiture est-elle en feu ? Non, mais je sens une drôle d'odeur. Il y a beaucoup de monde et quelqu'un nous est rentré dedans. D'accord, on arrive. Une Mercury de couleur sable doré s'est renversée dans ce qui ressemble à un tragique accident. À l'intérieur, une femme est encore bloquée à la place du conducteur. Mais il est clair que les secours ne peuvent plus rien pour elle. C'était un jeudi, mon jour de congé. Je me reposais et quand j'ai rallumé mon téléphone, j'ai vu que j'avais plusieurs appels manqués. Salut papa, désolé d'avoir loupé ton appel. Et mon père me dit que Michelle a été tuée dans un accident de voiture. J'ai perdu les pédales. J'y croyais pas. Après le coup de téléphone, j'étais sous le choc. Je ne pouvais pas y croire. C'était irréel. Je ne pouvais vraiment pas me dire que c'était vrai. Le lendemain matin, l'inspecteur Mike McTaggart reçoit une demande urgente.
Je suis arrivé au travail. On a fait notre appel quotidien où on passe en revue les affaires de la veille. J'ai été très surpris quand mon chef m'a dit que je devais me rendre au bureau du médecin légiste. Les autopsies font partie du quotidien des policiers. Mais le partenaire de McTaggart, David Siebert, a fait une funeste découverte. L'autopsie a conclu que Michelle n'était pas morte des blessures liées à l'accident, mais d'une balle dans la tête. Il n'est plus question d'accident de la route. La mort de Michelle Davis est à présent un homicide. À l'époque, nous ne savions pas s'il s'agissait d'un acte perpétré au hasard, si quelqu'un l'avait agressée. On ne savait pas vraiment. Ce genre de choses arrive très rarement. Dans ma carrière, je n'avais jamais vu une situation pareille. C'était clairement une affaire qu'il fallait résoudre le plus vite possible. En attendant le rapport balistique, la protection de la population demeure la priorité numéro 1 des policiers. Un tireur en liberté pourrait frapper à nouveau à tout moment. Le pire qui pouvait arriver, c'était qu'un sniper ou un tireur prenant des cibles au hasard se balade en liberté. Des dizaines de milliers de personnes empruntent cette route tous les jours. Chaque minute qui passait faisait monter la pression pour résoudre cette affaire. Il me faut une patrouille sur cette autoroute immédiatement. Dans une telle situation, on fait ce qu'on appelle une patrouille dirigée. On réquisitionne des agents dans les districts voisins pour augmenter la présence policière autour de l'autoroute. Pendant que le dispositif policier se met en place, l'inspecteur McTaggart retourne sur la scène de crime. Notre meilleur espoir consistait à retrouver une ou plusieurs douilles, ce qui nous aurait aidé à cibler nos recherches du coupable. Était-il sur l'autoroute ou sur une passerelle? Mais 18 heures après le meurtre, il n'y a plus rien à trouver. Des dizaines de milliers de voitures étaient passées sur la scène du crash. Donc, toutes les preuves qui auraient pu s'y trouver avaient complètement disparu. Il reste une dernière lueur d'espoir. La chance qu'on a eue, c'est que cette autoroute était en travaux et que des caméras de surveillance avaient été placées pour contrôler le trafic. Il était donc capital de nous procurer les enregistrements et le plus vite possible. Dès que les images des caméras arrivent au poste de police, elles sont visionnées par l'inspecteur Siebert. Dans ces images, on espérait trouver tout ce dont on avait besoin pour résoudre l'enquête. Allons tout de suite à l'heure de l'accident. Il s'intéresse aux images de la caméra la plus proche du lieu de l'accident, juste avant 16h58, heure du premier appel reçu par les urgences. Change de caméra. Oui, juste là. On voit le véhicule de Michelle Davis, la Mercury Sable Doré renversée. Essaie de zoomer. Le problème, c'est qu'en 2008, les vidéos n'étaient pas toutes numériques. Et quand on a essayé de zoomer, l'image s'est totalement pixelisée. L'inspecteur Siebert revient ensuite en arrière pour voir comment l'accident a eu lieu. La vidéo révélera-t-elle qui a tué Michelle Davis sur l'autoroute 235 ? Le problème avec ces images de l'autoroute 235, c'est que comme les caméras n'avaient pas été installées dans un objectif de sécurité, elles ne filmaient pas en continu. L'autoroute était en travaux et elle servait simplement à contrôler le trafic.
Elle n'enregistrait donc que de petites séquences d'1 ou 2 secondes, avant de faire une pause, puis de refilmer une nouvelle séquence. L'inspecteur Siebert ne dispose donc que des quelques images morcelées enregistrées par cette caméra, et aucune ne montre ce qui s'est passé. En tant que policier, il est extrêmement frustrant de penser avoir tout ce dont on a besoin pour avancer et de se rendre compte que, finalement, ça ne donne rien. Tout ce que la police peut faire, c'est vérifier si les autres caméras ont filmé quelque chose de suspect. Mais le trafic est si dense qu'il leur faudra des jours pour analyser toutes les images. Regarder toutes les vidéos nous a pris un temps fou. Et avec le tueur toujours en liberté, le temps presse. Bon, je dois y aller. Merci beaucoup. L'inspecteur Siebert fait transférer les images au poste de police pour que son équipe travaille dessus. L'inspecteur McTaggart doit rendre une visite très difficile. C'est très dur de devoir dire une deuxième fois à une famille que leur proche est mort et qu'en plus, il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un homicide. Michelle est morte des suites d'une blessure par balle. C'était encore plus impossible à croire. C'était un meurtre. C'est comme se faire percuter par un train. On ne s'y attendait pas du tout. D'après vous, est-ce que quelqu'un pourrait vouloir du mal à Michelle? Non. Personne. Sa famille m'explique que Michelle était en train de divorcer de son mari, Randy, mais que d'après eux, elle n'avait aucun ennemi. Pas de problème d'argent, pas de problème de drogue. La police n'aurait pas fait son travail correctement si elle ne s'était pas intéressée à l'ex-mari de Michelle, Randy Davis. L'inspecteur McTaggart lui passe donc un coup de fil. Personne ne répond. Il décide donc de se rendre sur le lieu de travail de Michelle, où elle a été vue vivante pour la dernière fois. On voulait parler à ses collègues pour voir s'ils avaient des informations sur ce qui s'était passé, s'ils avaient vu quoi que ce soit ce jour-là ou les jours précédents. Ça a été un tel choc quand les policiers nous ont annoncé la nouvelle. Je n'ai pas du tout réussi à travailler ce jour-là. Avait-elle une relation amoureuse au travail? Il y avait un homme, mais ils étaient très discrets. Comment s'appelle-t-il? Matt Jorgensen. Michelle l'aimait beaucoup. Ils ne se voyaient pas depuis très longtemps. Elle voulait que ça reste un secret. À chaque fois qu'il y a un secret, une relation secrète, il faut se demander pourquoi. À présent, la police a 2 suspects. L'ex-mari de Michelle, Randy Davis, et son collègue, Matt Jorgensen. Entre-temps, le rapport balistique est arrivé. Allô? McTaggart à l'appareil. On m'a dit que l'arme utilisée était une 22 long rifle. Le tireur avait moins d'une chance sur 1 million de réussir un tel tir, peu importe où il se trouvait. Ok, merci. La seule possibilité est que Michelle ait été tuée à bout portant, très certainement depuis un autre véhicule. L'inspecteur McTaggart rend donc visite au nouveau petit ami de Michelle, Matt Jorgensen. Monsieur Jorgensen? Oui. Est-ce que je peux entrer vous parler un instant? Bien sûr, entrez. Merci.
Il veut savoir où se trouvait Matt Jorgensen le jour du meurtre de Michelle. On va d'abord s'intéresser à la journée d'hier. Et ensuite, on parlera un peu de vous. On va commencer par hier. Que faisiez-vous à midi? À midi, je déjeunais. Ok. En fait, j'étais au travail, à Ankeny. J'étais sur le simulateur. J'ai joué pendant un moment. Qu'est-ce que c'est, un simulateur? Un simulateur de conduite. Je suis moniteur. D'accord. Avez-vous vu Michelle hier? Ah oui. À quelle heure? Il était environ 13 heures. Ok. Comment allait-elle? Ça avait l'air d'aller. Ok. Elle était très occupée. J'espérais la retrouver à ce moment-là, mais elle ne pouvait pas sortir déjeuner. Et jusqu'à quelle heure êtes-vous resté au travail? Jusqu'à environ 16h30. Ensuite, je suis allé chez Menards, mais il n'avait pas la fenêtre que je cherchais. Et puis j'ai dû appeler David, un de mes collègues, pour qu'il vienne m'aider, parce que ma batterie était morte. Votre batterie de téléphone ou de voiture? De ma voiture. C'était la voiture de l'entreprise. Il est venu m'aider. Voilà une étrange coïncidence. Jorgensen prétend avoir eu des problèmes de voiture au moment exact où Michelle a été tuée. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. L'alibi de Jorgensen est confirmé. Cherchant désespérément de nouvelles informations, l'inspecteur Siebert décide de parcourir la route empruntée par Michelle pour rentrer chez elle. Il trouve une caméra face à la route menant à l'autoroute. Une fois l'enregistrement arrivé au poste de police, l'inspecteur Siebert avance la vidéo à 16h30, heure à laquelle Michelle est partie du travail. Et quelques minutes plus tard, il remarque quelque chose. La voilà. La caméra était située assez loin de la route, mais on a quand même réussi à repérer la Mercury Sable de Michelle Davis. L'inspecteur Siebert vérifie si Matt Jorgensen suit Michelle. Mais aucun signe de sa voiture d'entreprise. Il n'aperçoit que 2 pick-up. Cela exclut Jorgensen de la liste des suspects. Il était possible que quelqu'un ait suivi Michelle Davis, mais à ce stade, on n'avait aucune preuve. Les inspecteurs sont à court de pistes. Jusqu'à ce que, soudain, ils reçoivent un appel intéressant. Quelqu'un a téléphoné au travail de Michelle. Son frère Todd avait appelé pour se renseigner sur son assurance vie. Parfois, un motif financier peut pousser les gens à faire du mal aux autres, voire à commettre un meurtre. Nous devions absolument parler à Todd Costner pour essayer de comprendre la raison de son appel et de déterminer s'il était impliqué dans la mort de sa sœur. L'inspecteur Siebert se rend directement chez Todd, pressé de découvrir si l'assassin de Michelle ne se cachait pas juste sous leurs yeux. Je vais enregistrer pour ne pas avoir à tout noter, d'accord? Étiez-vous au travail hier? Non. Ok, étiez-vous chez vous? J'étais à l'église. Quand il m'a demandé où j'étais à 17h le 11 septembre, j'ai réalisé que je comptais parmi les suspects. Je suis rentré à la maison avant 15h. Je suis sûr que c'était avant 15h. 14h30? Probablement dans ces eaux-là. Et à 17h, je suis sorti acheter à dîner. Où êtes-vous allé? Je suis allé chez McDonald's. Heureusement, j'ai gardé le ticket de caisse avec l'heure imprimée dessus. J'aurais jamais pu me trouver sur la 235 et au drive chez McDonald's en même temps. Après avoir parlé à Todd, on s'est dit qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre de sa sœur.
On a découvert que son coup de téléphone était innocent et qu'en vérité, il se renseignait sur l'assurance vie de Michelle pour pouvoir payer ses obsèques. C'est tellement bizarre d'être un suspect, même seulement l'espace d'un instant. J'essayais de comprendre ce qu'il se passait. Les mots ne peuvent pas apaiser cette sensation. Rien ne le peut. Avez-vous autre chose à ajouter qui vous semblerait important? C'est l'autre fils de Michelle, avec le t-shirt bleu. Il s'agit du fils de Randy, né d'un premier mariage, le beau-fils de Michelle, Josh Davis. C'est un marine. Josh venait juste de rentrer de l'armée et c'était un tireur expérimenté. Il est devenu un nouveau suspect avec lequel on voulait parler de l'affaire. Peut-être qu'il y avait un élément familial que nous n'avions pas identifié. On devait trouver Josh et lui parler. Pendant ce temps, au poste de police, les enquêteurs passent au peigne fin les images de la scène de crime, sans trouver de nouvel indice pour autant. J'ai réinterrogé tous les témoins de l'accident et je leur ai demandé s'ils avaient remarqué d'autres conducteurs se comportant peut-être de façon erratique avant l'accident. Merci de me rappeler. Pas de problème. Comme je vous l'ai dit, cette conversation est enregistrée. Qu'avez-vous observé lorsque vous conduisiez? Nous avons remarqué un pick-up Ford rouge qui faisait des embardées entre les voitures. Décrivez-le-moi. C'était un Ford 150 rouge vif, rouge pompier. On était dans la file de gauche et lui dans la file centrale. Il nous a dépassés, puis il s'est rabattu dans la file pour véhicule lent, derrière une autre voiture. On a cru qu'il allait lui rentrer dedans. Et puis il s'est de nouveau rabattu dans la file du milieu et il est reparti. Avez-vous vu qui se trouvait dans cette voiture? Je crois que c'était un homme seul qui conduisait. Un homme blanc avec une casquette de baseball. La piste est sérieuse, et les inspecteurs se souviennent avoir déjà vu un pick-up rouge quelque part. L'inspecteur Siebert visionne à nouveau les images de la station de lavage. Il trouve la voiture de Michelle. Et juste derrière elle, un pick-up rouge vif. Quand on trouve des images qui viennent confirmer son intuition, on ressent une sorte d'euphorie. On se dit qu'on n'est peut-être pas loin de résoudre l'affaire. L'inspecteur Siebert agrandit l'image. Mais il ne peut distinguer aucun détail. La police visionne donc à nouveau les enregistrements des caméras placées sur l'autoroute. On a à nouveau regardé les vidéos de l'autoroute en cherchant précisément ce pick-up rouge. Il commence par la caméra située sur la bretelle empruntée par Michelle. Voilà la voiture de Michelle. Sans surprise, un pick-up rouge la suit, quelques mètres plus loin. C'est lui. On pouvait voir un pick-up rouge sur la vidéo, juste avant l'accident. Zoom. Pour la première fois, les inspecteurs aperçoivent le conducteur. Il semblerait qu'il porte une casquette. Mais ils ne distinguent pas son visage. Suivante. Il passe à la caméra suivante. Ils sont là. Sur la vidéo, on pouvait voir le pick-up rouge rattraper la Mercury Sable jusqu'à se trouver côte à côte juste avant l'accident. Zoom. C'est le dernier instant où Michelle Davis est vue en vie. Est-ce que c'était un véhicule de contact qu'il a éjecté de la route après lui avoir tiré dessus? Était-ce un cas de violence routière inédit? Mais les enquêteurs butent toujours sur le même problème. Une fois zoomés,
les images sont pixelisées. Il leur est impossible de voir la plaque ou le visage du conducteur. Toutefois, avec les informations dont on disposait à ce moment-là, on pensait tenir le bon véhicule. L'inspecteur Siebert consulte le registre des immatriculations à la recherche des propriétaires de pick-up Ford rouges de la région. Il compare ensuite les noms avec les suspects de l'affaire. J'ai trouvé. Et trouve une correspondance. Il s'agit d'un nom qu'ils ont déjà entendu. Randy Davis, l'ex-mari de Michelle. Il se rend immédiatement à son domicile. Hey, je peux vous aider? C'est toi, Josh, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que ton père est là? Non, il n'est pas là. Est-ce qu'on peut entrer discuter un moment? D'accord. Parfait. Cette déposition est enregistrée dans le cadre de l'enquête pour meurtre 2008-33-223. Il est 15h34, le témoin interrogé s'appelle Joshua Davis. Josh, j'essaie de rassembler des informations élémentaires. De toute évidence, Michelle et ton père étaient en train de divorcer. Je lui ai dit que ça me faisait de la peine, vous voyez. Elle m'a dit qu'elle ne voulait rien. Qu'elle voulait juste se séparer en bons termes. D'accord. Elle voulait simplement... Donc tu avais compris qu'elle ne demandait rien à ton père, qu'elle voulait juste se séparer en bons termes. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a appelé le jour où elle est partie. Elle a appelé tous les enfants. Et elle nous a dit qu'elle voulait simplement mettre un terme à leur relation. Qu'elle ne cherchait pas à embobiner mon père, ni rien de ce genre. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Une pension, la moitié de la maison. Ça m'a fait de la peine. Parle-moi d'hier. Avec ma sœur, on est allé faire des courses. Et puis je suis rentré à la maison et j'ai regardé la télé. Mais tu ne te souviens pas à quelle heure tu es entré? Non. D'accord. Est-ce que tu te rappelles l'heure à laquelle ton père est rentré? Il travaille jusqu'à 17h30. D'accord. Le récit de ce qu'il avait fait ce jour-là me paraissait suspect. Josh avait accès au véhicule de Randy et était formé au maniement des armes à feu. Forcément, ça a piqué notre intérêt. Il est impossible pour l'inspecteur McTaggart de procéder à une arrestation tant qu'il ne peut pas désigner avec certitude le conducteur du pick-up rouge à l'heure du meurtre. D'accord. Il lui faut davantage de preuves. Chez lui, Todd console son père alors qu'il se prépare à dire adieu à Michelle à son enterrement. Après la mort de Michelle, mon père n'a plus souri que très rarement. Ça l'a vidé de la joie qu'elle lui apportait. C'est ainsi qu'il se souvenait d'elle, de sa vie, de son esprit libre et surtout de sa gentillesse. Impatient d'identifier le conducteur du pick-up rouge, l'inspecteur Siebert se rend près du lieu de travail de Michelle pour voir si d'autres caméras s'y trouvent. Il en découvre justement une près d'une supérette. Ces images pourraient-elles permettre d'identifier l'assassin de Michelle? Au poste de police, les enregistrements de la supérette sont arrivés. Le magasin se situe à seulement quelques mètres du lieu de travail de Michelle. Si la caméra se trouve à l'intérieur du magasin, elle fait tout de même face au parking. Et vers 16 heures, un pick-up rouge arrive.
Un pick-up rouge entre sur le parking. On sait que Randy possède un pick-up rouge Ford et que Josh Davis y a accès lui aussi. Tu crois qu'on va voir le conducteur? Le témoin a dit qu'il portait une casquette. Le chauffeur sort du véhicule, entre dans le magasin. Il porte une casquette de baseball. L'homme blanc, qui porte une casquette de baseball, correspond à la description du témoin sur le lieu de l'accident. Je ne vois pas son visage. Il sort ensuite du champ de la caméra. On continue. 12 secondes plus tard, l'homme revient dans le cadre. Il revient et effectue un achat à la caisse. Cependant, en raison du grain de la vidéo, nous n'arrivons pas à déterminer s'il s'agit de Josh Davis ou de Randy Davis. On espérait vraiment qu'il allait lever les yeux vers la caméra, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il retourne dans son pick-up et repart à 16h02. Les inspecteurs poursuivent leur visionnage. Et le pick-up réapparaît. Pendant les 30 minutes suivantes, le pick-up rouge part et revient plusieurs fois. Le chauffeur reste dans son véhicule. Ce comportement est pour le moins inhabituel. En tant qu'inspecteur, nous sommes très curieux. On s'est demandé pourquoi ce véhicule tournait en rond de la sorte dans ce parking. Est-ce qu'il attendait quelqu'un? Est-ce qu'il attendait que Michelle parte? Pour quelle raison revenait-il encore et encore sur ce parking? Le pick-up finit par partir pour de bon, juste après 16h30. L'heure à laquelle Michelle finit le travail. Dans l'impossibilité d'identifier le conducteur, les inspecteurs convoquent Randy Davis pour l'interroger. Vous comprenez que vous n'êtes pas en état d'arrestation, n'est-ce pas? Oui. Je voulais vous parler parce que vous la connaissez certainement mieux que quiconque, non? Vous avez été marié pendant 17 ans. J'ai des questions sur son passé, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'accident. Quel est votre travail? Je suis charpentier. D'accord. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous? Eh bien... Vous êtes-vous arrêté quelque part sur la route? Non. À quelle heure pensez-vous être arrivé chez vous? Quatre heures moins le quart. Les déclarations de Randy ne correspondent pas à celles de Josh, selon qui son père est rentré à 17h30. Et une fois à la maison, qu'avez-vous fait? Je suis resté à la maison. Vous êtes resté à la maison, vous n'êtes pas ressorti. Non. Vous n'êtes pas sorti pour dîner. On a cuisiné à la maison avec mon fils. D'accord. Il est rentré à la maison et on a cuisiné. À quelle heure est-il rentré? Je suis pas sûr, il était chez ma fille. Quand il est rentré, j'étais déjà là. Qu'avez-vous mangé? Du jambalaya. Les alibis de Josh et Randy reposent l'un sur l'autre, ce qui tire la sonnette d'alarme pour l'inspecteur McTaggart. Un alibi peut être bancal quand la personne qui se porte garante de vos occupations est un membre de la famille. Cette personne a une bonne raison de mentir. Elle vous aime. Mais lequel des deux ment? L'inspecteur McTaggart révèle alors pour la première fois à Randy qu'il s'agit d'un homicide. Il s'avère que ce n'était pas qu'un accident de voiture. D'accord? En fait, on lui a tiré dessus.
Et c'est ça qui a causé l'accident. D'accord? Je comprends. On pense que ça s'est passé d'une certaine façon. Et en fait, la vérité est tout autre. D'accord? Avez-vous parlé à Michel hier? Non? D'accord. Je ferais mieux de parler à un avocat. Randy demande son avocat, ce qui met un terme à l'interrogatoire. Les inspecteurs ne disposent ni de l'arme du crime, ni d'un témoignage plaçant Randy ou Josh au volant du pick-up rouge. Ils ne peuvent pas les arrêter. Ils ont besoin de plus de preuves. On autorise Randy Davis à quitter le poste de police. Évidemment, on est très frustré. On sait que le temps presse. Quatre jours après le meurtre, la famille et les amis de Michel se rassemblent pour honorer sa mémoire. Quand je l'ai perdue, c'est comme si on m'avait trahi, volé. C'est comme si on avait fait un trou en moi et qu'il était impossible de le colmater. Randy figure également parmi les proches endeuillés. On s'est pris dans les bras pendant un moment. On a pleuré tous les deux. On s'est dit qu'on s'aimait. Il a dit qu'il était désolé qu'une chose pareille soit arrivée. Au poste de police, l'affaire risque d'être classée. C'est alors que survient un visiteur inattendu. Les inspecteurs Siebert et Bender interrogent Josh Davis. Josh Davis, le fils de Randy, s'est présenté au poste de police accompagné d'un avocat. Il souhaite modifier ses déclarations. C'est le moment pour nous de résoudre cette affaire. On veut savoir exactement ce qu'il a à dire. Cette déposition concerne l'affaire 2008-33-223. Nous sommes le 19 septembre 2008. Il est 12h08. Les inspecteurs Siebert et Bender interrogent Josh Davis en présence de son avocat. Josh, nous avons déjà discuté et j'avais également enregistré notre conversation qui concernait certaines choses qu'on devait voir ce jour-là. Mais cette fois, j'ai de nouvelles questions pour toi, d'accord? D'accord. La veille et le jour de l'accident, tu étais avec ta sœur, c'est bien ça? Oui. Et vous étiez sortis en ville faire quelques courses pour le mariage d'un cousin, c'est ça? Oui. Et ensuite, tu es rentré chez toi en voiture, c'est ça? Oui. Et une fois chez toi, tu m'as dit que tu avais regardé une série que tu avais enregistrée, Sons of Anarchy. Oui. Et que tu avais fini par t'endormir, c'est ça? Oui. Et après t'être endormi, tu te souviens t'être réveillé un peu plus tard, puis avoir dîné avec ton père autour de 18h. Vous avez mangé du jambalaya, avez joué aux cartes et vous avez reçu un coup de téléphone vous annonçant la mort de Michel autour de 20h30. C'est bien ça? Oui. Je ne me suis pas trompé jusqu'ici. Non. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais ajouter et dont je n'aurais pas parlé? Non. Sais-tu qui a tué ta mère? Écoute, je sais que c'est dur. D'accord. Je sais que c'est difficile. Mais parfois, il faut faire ce qui est juste. D'accord? Tu es dans l'armée. En plus, tu es posté à l'étranger en ce moment. Et au vu de ce que tu fais, et on t'est reconnaissant,
Tu sais qu'il y a un moment pour faire ce qui est juste, d'accord? Et ça fait du mal. Et ce n'est pas agréable, je comprends. Mais une personne est morte alors qu'elle ne le méritait pas. D'accord? Ce n'est plus un accident de la route. Elle a été assassinée. Tout le monde est différent. Est-ce qu'on hésite parce qu'on ne veut pas impliquer quelqu'un d'autre? Parce qu'on ne veut pas s'impliquer soi-même? En fait, pourquoi hésite-t-on? Josh se met enfin à parler. Quand je suis rentré de chez ma sœur, la voiture de mon père était dans l'allée et quand je suis entré, il était à l'étage et il est descendu. Il a dit « J'aurais préféré que tu ne rentres pas si tôt ». Et il tenait son fusil. J'ai essayé de le retenir contre le mur. Je lui ai dit de ne rien faire de stupide. Je lui ai dit de ne rien faire qu'il allait regretter. Je lui ai dit ne fais pas ça. Et puis, il est monté dans sa voiture. Et il est parti. Comment savais-tu ce qu'il allait faire? Mes parents faisaient une médiation, enfin... Et puis, mon père ne chasse plus. Ensuite, il est rentré. Je suis allé dans le garage et c'est là qu'il me l'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il l'avait fait. Pour nous, la déposition de Josh a constitué un immense soulagement. On avait besoin de preuves supplémentaires et on ne les avait pas avant ces déclarations. Josh Davis n'encourt aucune poursuite. Il lui a fallu une immense force morale pour réussir à parler de ce que son père avait fait à sa belle-mère. Il a été très courageux. Avouer quelque chose qu'on a sur la conscience peut faire peur. Josh savait qu'en fin de compte, les informations qu'il nous donnait allaient l'arracher à son père. L'étau se resserre encore davantage sur Randy lorsque ses relevés téléphoniques arrivent. Il confirme qu'il s'est rendu à la supérette et a suivi Michel sur l'autoroute 235. C'était la dernière pièce du puzzle. Les policiers se rendent immédiatement chez Randy. Mais nous n'avions toujours pas trouvé son fusil. Ce genre de situation peut être très dangereuse. On se rend chez quelqu'un pour l'arrêter pour meurtre. On sait que cette personne a déjà tué, qu'elle a potentiellement encore son arme et qu'elle n'a pas grand-chose à perdre. Randy Davis, vous êtes en état d'arrestation. Randy ne résiste pas et il est immédiatement arrêté. Avril 2010. Confronté aux vidéos des caméras de surveillance et aux témoignages de son fils, Randy Davis finit par avouer le meurtre de Michel. Les inspecteurs peuvent enfin retracer le fil de ce qui s'est passé ce jour-là. Contrarié par leur divorce, Randy a opté pour l'ultime vengeance. Il gare son pick-up rouge devant la supérette, à côté du travail de Michel.
La personne dans le pick-up sur la vidéo de surveillance de la supérette, à côté du bureau de Michelle Davis, c'est Randy Davis qui attend qu'elle parte. Quand elle quitte le travail, Randy la suit. Il ne sait pas que des caméras le filment et il la poursuit sur l'autoroute. Les images de la 235 montrent que Randy se trouvait juste à côté de Michelle Davis avant sa mort. En visant soigneusement, Randy tire une balle dans la tête de Michelle. Lundi 3 mai 2010. Randy Davis plaide coupable pour meurtre au second degré. Et il est condamné à 50 ans de prison. Ça a définitivement fait chavirer ma vie. Je n'ai plus de mère. Elle ne sera pas là pour mon mariage ou si j'ai des enfants. Le chagrin ne disparaît jamais. On s'y habitue. C'est tout. On s'habitue à se sentir presque normal. Je crois que c'est ça le plus dur. Plus que tout le reste. C'est ça le plus dur.